Quel est votre sentiment sur ce qui est proposé sous la réforme des retraites que voudrait faire passer le gouvernement d'Elisabeth Borne? Alors, je pense que cette réforme n'était pas opportune. Le gouvernement prétend qu'à l'horizon 2030, nous aurons un déficit du système des retraites de l'ordre de 13 milliards d'euros. Mais c'est un organisme qui d'ailleurs dépend de lui, qui fait ce calcul et qui d'ailleurs le fait à partir d'éléments que le gouvernement lui a donnés sur lesquels on peut discuter. Mais la réalité, c'est que le gouvernement a besoin de renflouer les caisses de l'État et surtout de donner des gages à Bruxelles, des gages à la communauté européenne et au marché financier. Jusqu'à présent, il arrive à emprunter en dessous de 3% sur les marchés et évidemment, il craint que les taux qui lui sont appliqués n'augmentent et c'est la vraie raison en fait. Mais donc cette réforme-là, elle n'est pas justifiée par une urgence quelconque. Mais de notre côté, moi ce que je pense, comme la plupart d'ailleurs des Français, la plupart des Martiniquais, c'est que cette réforme n'est pas juste. Elle n'est pas juste d'abord, elle ne tient pas compte du fait que l'espérance de vie en bonne santé n'est pas la même selon les catégories sociales. Il y a un écart de plus de 7 ans entre les 20% de personnes les plus riches et les 20% des personnes les plus défavorisées, par exemple. Donc il y a déjà de l'inégalité sur ce point-là. Mais sur toute une série de questions, on voit que la loi n'a pas corrigé les injustices qui existent déjà dans le système actuel, mais a aggravé au contraire ces injustices. Alors c'est vrai notamment pour les personnes qui ont des carrières hachées, notamment les femmes, bien entendu, à cause des grossesses, mais les personnes qui ont connu des périodes de chômage. Donc, toutes ces catégories-là sont pénalisées. Et nous, du coup, en Martinique, qui avons beaucoup de personnes concernées, nous sommes encore plus défavorisés que les citoyens de l'Hexagone. Il y a également ceux qui ont commencé très tôt. Les nouvelles mesures aggravent leur situation. Et nous avons également pour les travaux pénibles, déjà dans la première mandature du président Macron, on avait déjà aggravé la situation pour les départs anticipés. Et là, ces départs anticipés à 62 ans vont être encore plus difficiles. Donc voilà toute une série de raisons, il y en a d'autres, pour lesquelles je dis que cette réforme n'est pas juste. Et la seule mesure intéressante qu'ils ont mise en avant, dont on a beaucoup parlé, qui en fait était un élément de communication, c'est le fait qu'ils allaient aligner toutes les pensions, qu'ils allaient aligner le minimum des pensions pour tout le monde à 1200 euros. En fait, on s'est rendu compte que ce n'est pas le cas. Les conditions pour cela font que ça ne va concerner que très peu de gens et en réalité, surtout, pour nous qui avons beaucoup de personnes qui touchent le minimum vieillesse, par exemple, c'est de l'ordre de 900 et quelques euros, eh bien, ces personnes-là ne sont pas concernées. Ceux qui touchent le minimum vieillesse ne sont absolument pas concernés par cette proposition qui, a priori, paraissait intéressante. Donc moi, je pense qu'il valait mieux laisser la réforme qu'on appelle la réforme Marisol Touraine, celle qui était en cours depuis déjà quelques années, il fallait la laisser et l'améliorer, la rendre plus juste, et puis chercher d'autres sources de financement, notamment, je suis de ceux qui pensent qu'il faut un petit peu taxer les très grandes sociétés, les sociétés comme Total, qui font des bénéfices énormes. On a vu récemment, dans le cas de Total, plus de 19 milliards de bénéfices. Donc, on devrait leur demander une contribution supplémentaire. Il y a une majorité de Français qui ne seraient pas opposés à une très légère augmentation des cotisations à la fois salariales et patronales. C'est discutable, et en tout cas, il semble que
la plupart des Français préfèrent encore cette solution à un allongement de la durée des cotisations et à un report du départ, un report de l'âge légal de départ à la retraite. Voilà, donc ma position, c'est qu'il faudrait continuer à négocier, surtout, au lieu de passer en force, parce que sinon, dans la conjoncture actuelle, où on sent bien un pays sous tension, nous irons vers des troubles, vers des violences. Ça va encore diviser le pays et je pense que ce ne sera bon pour personne. Pratiquement tous les hôpitaux de Martinique sont en déficit. L'hôpital va mal. Il n'y a pas suffisamment de médecins et d'infirmiers. Le constat est dramatique. Vous qui avez été médecin, quelle est votre analyse d'une telle situation? Bien sûr, hein, je connais cette situation. Elle est dramatique en France même, mais chez nous, c'est bien pire, parce que notre situation à nous remonte à très longtemps. Vous savez, j'ai été parlementaire, j'ai pendant des années, même quand j'étais député dans les années 80-90, et ensuite en tant que sénateur, j'ai conduit X fois des délégations au ministère de la Santé, au ministère de l'Outre-mer, sur cette question du déficit structurel de nos hôpitaux. Et en particulier notre centre hospitalier universitaire, vous savez qu'il a pratiquement un déficit qui s'élève à 100 millions d'euros par an en moyenne, même un peu plus. Et ce déficit n'est compensé que partiellement par des subventions de l'ordre de 90 millions d'euros par l'État. Et par conséquent, vous voyez, c'est une situation qui ne peut que s'aggraver. Alors il y a des causes. Les causes, c'est le fameux système de tarification à l'acte, qu'on appelle la T2A, qui pénalise les hôpitaux, puisqu'il faut faire de plus en plus d'actes pour avoir plus de ressources. Donc c'est un système qui va probablement être réformé tellement il y a eu de protestations contre sa mise en place et contre son maintien depuis quelques années. Et puis il y a pour nous, la T2A c'est valable pour tous les hôpitaux de France et d'outre-mer, mais pour nous il y a des problèmes supplémentaires, parce que nous avons le problème du coût des entrants, nous avons le phénomène du surcoût des salaires. Bon, il y a le salaire, les 40% qu'il faut prendre en compte, qui ne sont pas compensés. Hein, on n'en tient pas compte dans les dotations des hôpitaux. Ils ont à supporter cela. Et puis, il y a le fait que, pour un certain nombre d'équipements, nous sommes obligés de prévoir des investissements qui normalement ne se font que dans des bassins de population beaucoup plus importants. Par exemple, le cyclotron qui va entrer dans quelques mois en fonction. C'est une très bonne chose, c'est absolument indispensable, surtout vu le nombre de cancers que nous avons dans notre île. Mais il est clair que ce cyclotron, qui a coûté plus de 60 millions, si on prend tous les équipements qu'il a autour, ce cyclotron-là, il va falloir payer son fonctionnement. Vous savez, tous les gros équipements, le fonctionnement est de l'ordre de 10% de l'investissement. Donc ça va être un fonctionnement très lourd à supporter. Et on sait que même dans des départements beaucoup plus grands, avec des populations beaucoup plus importantes, c'est un équipement qui n'est pas forcément rentable. Donc là, dans notre cas, s'il n'y a pas une aide très forte de l'État, le CHU ne pourra pas supporter ce fonctionnement-là, même si nous essayons de rechercher des formes de coopération avec notre environnement sur ce plan-là. Et puis, vous avez eu le plateau technique, par exemple, qui a été inauguré il y a quelques années, ce plateau technique qui était vraiment indispensable. C'est un plateau technique qui a coûté plus de 160 millions. Pareil, de faire fonctionner ce plateau technique-là, c'est très lourd. Donc vous voyez, nous avons des surcoûts à prendre en compte. Et quand le gouvernement laisse entendre que nos difficultés sont dues uniquement à un problème de gestion,
eh bien, c'est très exagéré. On peut certainement améliorer la gestion, on peut certainement améliorer la productivité, entre guillemets, mais si on ne tient pas compte de tous ces surcoûts, si on ne tient pas compte aussi du fait qu'on a donné une mission dès le départ à ce CHU, qui est une mission de rayonnement sur la région, avec l'obligation quelquefois de prendre en charge des dépenses dans le domaine de la coopération, qui ne sont pas non plus compensées. Mais si on ne tient pas compte de cela, nous ne pourrons jamais arriver à l'équilibre. Donc il faudrait que là, comme dans d'autres domaines, on ne se contente pas de nous assigner des missions, il faut qu'à côté, il y ait les financements à la hauteur de ces missions. Alors en dehors de la situation des hôpitaux, plus généralement, nous avons un manque de personnel soignant. Il y a pratiquement 2 fois moins de médecins par habitant que dans l'Hexagone. Et nous avons des zones de déserts médicaux. Donc là aussi, il faut faire en sorte de faire venir notamment des médecins martiniquais. Nous avons des jeunes qui font des études et qui quelquefois ne reviennent pas. Mais pour qu'ils reviennent, il faut que ce soit attractif. Il faut donc beaucoup développer un certain nombre de missions du CHU, notamment en matière de recherche, d'enseignement. Il faut certainement améliorer les salaires. Il faut que ce soit plus attractif que de faire carrière ailleurs ou d'aller plutôt dans des cliniques privées. Aux États-Unis et au Canada, les infirmiers et infirmières qui n'ont pas accepté le vaccin contre le Covid ont été réintégrés et indemnisés. Malgré le manque de soignants en France, le gouvernement n'accepte toujours pas leur réaffection. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que le gouvernement a tort. Et je pense que d'ailleurs, il y a eu une très mauvaise pédagogie pendant cette épidémie de Covid et qu'il n'y a pas eu un dialogue suffisant avec les personnels soignants. On aurait pu trouver, à mon avis, des solutions. Moi-même, ici, j'ai eu l'occasion de me prononcer sur certaines solutions qu'on aurait pu mettre en œuvre. Je pense qu'il ne fallait pas prendre des mesures aussi radicales, surtout dans un pays où il y a déjà un manque de personnel soignant. Il n'y a pas si longtemps, Gérald Darmanin s'était moqué de l'évolution institutionnelle voulue par les élus sans le consentement des peuples d'outre-mer, disait-il. Il est à remarquer que le seul territoire français qui fonctionne bien dans l'article 74 est Saint-Barthélemy. Vous répondez quoi? Mais d'abord, je constate que le combat que nous menons depuis si longtemps pour que les autorités françaises prennent vraiment en compte nos réalités, ce combat-là, il faut encore le continuer, même s'il y a des progrès. Très franchement, je pense que M. Darmanin, d'après ses propos, fait encore partie de ces hommes politiques tels que j'en rencontrais beaucoup lorsque j'étais parlementaire. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'années, l'idée même que nous puissions bénéficier d'évolutions institutionnelles, c'était une idée insupportable. D'ailleurs, sur beaucoup de lieux de l'échiquier politique, ce n'était pas forcément plus d'un côté que de l'autre. On avait beaucoup de jacobins, la France a toujours eu beaucoup de jacobins. Et en plus, il y a toujours eu une forme de paternalisme, donc on veut un peu penser pour nous, penser à notre place, et toujours croire qu'on sait mieux que nous-mêmes ce que nous devons faire. Bon, moi, je crois que, en réalité, lorsque l'on ne tient pas compte des réalités, les réalités se vengent toujours. Donc ce n'est pas une bonne chose de s'obstiner à ne pas vouloir se rendre compte que nous avons besoin d'adaptation d'un certain nombre de dispositions qui sont prises en France, qui déjà quelquefois ne cadrent pas pour toutes les régions de France, ni pour la Corse. Alors c'est encore pire concernant ce qu'on appelle les Outre-mer, dans leur diversité. Alors moi, vous savez, je suis de ceux qui, depuis très longtemps, prennent position pour
des évolutions, toujours bien entendu des évolutions souhaitées par les peuples concernés, hein, jamais des évolutions forcées, dictées, mais des évolutions à la carte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que nous puissions fonctionner comme des collectivités territoriales de l'Hexagone, et on ne peut pas non plus imaginer que l'on nous mette dans des catégories comme si tout l'outre-mer vivait dans les mêmes conditions, vivait dans les mêmes réalités. Bon, il y a une grande diversité entre la Guyane et la Réunion, c'est évident, hein, ou entre la Nouvelle-Calédonie et puis Saint-Barthélemy. Bon. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, plus sérieusement, il faut saisir des opportunités. Apparemment, le président de la République, quoi qu'en pense peut-être M. Darmanin, le président de la République parle de prendre en compte la différenciation. Autrement dit, on pourrait passer des politiques de décentralisation à des politiques de différenciation. Moi, je pense qu'il nous faut saisir cette opportunité pour faire en sorte que ce droit à la différenciation soit inscrit dans la Constitution, et puisqu'il va y avoir une modification de la Constitution dans quelques mois, ça paraît pratiquement certain, il ne faut pas que nous rations ce rendez-vous comme nous en avons raté beaucoup d'autres dans notre histoire. Mais demander une ouverture de la Constitution, faire en sorte que cette Constitution ne soit pas un handicap, ne fasse pas barrage à des possibilités d'évolution à la carte, ce n'est pas vouloir tout de suite tel ou tel statut. Et les élus réunis ici en congrès en ce moment, et les élus que j'ai vus lancer des appels ou aller à Paris interpeller le gouvernement, ce que je les ai entendus dire, c'est qu'ils souhaitaient disposer de ce droit à la différenciation et d'un instrument dans la Constitution capable de permettre cela. Pour l'instant, je n'ai pas entendu réclamer tel ou tel statut précis. Ce n'est pas comme à l'époque de l'appel de Basse-Terre, où certains pensaient pouvoir négocier dans le dos du peuple. Aujourd'hui, grâce à la disposition que j'ai fait inscrire dans la loi d'orientation pour l'outre-mer de décembre 2000, et disposition qui a été intégrée en 2003 dans la Constitution, rien ne peut être fait en matière d'évolution statutaire sans l'aval, donc la consultation préalable, des seules populations concernées. Donc, moi je crois que les choses sont claires. Aujourd'hui, il y a une ouverture. Alors, il y a certainement encore beaucoup de gens qui raisonnent comme M. Darmanin, mais je pense qu'il y en a quand même de moins en moins. Et j'ai envie de dire que la balle est dans notre camp, car il faut aussi que nous puissions faire bloc, au-delà de divergences secondaires, sur cette idée qui me paraît fondamentale pour notre avenir. Et encore une fois, quand je dis cela, je ne plaide pas du tout pour une évolution institutionnelle quelconque là, dans les mois qui viennent. Mais le moment venu, il ne faut pas que nous ayons la difficulté que nous avons connue par le passé, parce que je pense que le système qui existe aujourd'hui, vous me parlez des collectivités comme Saint-Barth et d'autres qui sont dans l'article 74, qui relèvent donc de ce qu'on appelle la spécialité législative. Alors c'est vrai que ce n'est pas idéal, mais c'est aujourd'hui dans la Constitution actuelle, c'est la seule voie d'évolution. Donc je suis de ceux qui depuis très longtemps plaident pour une réforme de la Constitution qui supprime ce choix binaire dans lequel on nous enferme entre article 73 et article 74. Et je souhaite qu'il n'existe pour tous les territoires et tous les peuples dits de l'outre-mer qu'un seul article dont ils dépendent, comme on dépend jusqu'à présent de l'article 73, mais un nouveau 73 qui soit un article qui fusionne 73 et 74 et qui ouvre droit à adaptation à la carte pour tous les outre-mer, pour chaque territoire d'outre-mer en particulier. Je dis bien qui ouvre droit, pas qui nous dicte un
un quelconque statut, et qui nous permettent, si nous le souhaitons, de pouvoir procéder à des évolutions. Et mon sentiment, c'est que en réalité, les Martiniquais sont très demandeurs de compétences nouvelles, de pouvoirs réglementaires nouveaux, de pouvoirs d'adaptation nouveaux, mais si on leur parle de changer de statut, évidemment, ils ont une inquiétude, parce que cette idée de sortir d'un cadre pour aller dans un autre, ça fait toujours peur. Il y a toujours des gens pour instrumentaliser le débat, comme on l'a vu au moment du débat, fameux débat 73-74. Donc il vaut mieux que, je le répète, tous ceux qui sont hors de l'Hexagone ne dépendent que d'un seul article, lequel article donne droit à différenciation. Et le moment venu, si des congrès posent des problèmes d'évolution institutionnelle au nom de leur peuple, bien, à ce moment-là, les citoyens de ces peuples-là seront interrogés non pas sur un article, mais sur un contenu. Voulez-vous tel et tel pouvoir supplémentaire, telle et telle compétence supplémentaire? Et si les citoyens répondent oui, bien à ce moment-là, des lois organiques vont, en quelque sorte, doter le territoire en question d'un statut particulier qui sera adapté